Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur naviguer dans l'océan des conteneurs sur AWS. Je suis ravi de co-animer cette discussion avec Youssouf Sagna. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment tirer le meilleur parti des solutions de containerisation offertes par AWS pour optimiser vos déploiements et la gestion efficace de vos applications sur le cloud AWS. Sans plus tarder, nous allons parler de Docker, de ECS et d'EKS principalement. Maintenant que nous avons un aperçu de notre agenda, nous allons commencer la première partie à comprendre un outil qui est vraiment important pour tout ce qui est containerisation, qui est Docker. Qu'est-ce que Docker? Docker, c'est un moyen standard de regrouper un objet, votre code, les configurations et dépendances de votre application. Ces conteneurs sont répétables, scalables et peuvent être exécutés dans des environnements autonomes. Et elles sont très rapides comparées aux machines virtuelles. Ce qui nous amène à la comparaison entre les machines virtuelles et les conteneurs. Il faut savoir que les machines virtuelles, pour faire tourner des machines virtuelles, on a besoin de notre infrastructure, d'un système d'exploitation, d'un hyperviseur, et c'est là qu'arrivent nos VM avec leur propre système d'exploitation, leur librairie et les applications qui vont tourner dans ces machines virtuelles-là. Alors qu'avec un conteneur, on a avec un seul serveur, on a notre infrastructure, notre système d'exploitation, notre conteneur engine et nous pouvons directement tourner nos applications à l'intérieur de ces conteneurs-là sans qu'ils aient tous leur propre système d'exploitation. Ce qui fait que les conteneurs vont démarrer de manière très rapide comparé aux machines virtuelles. Ils seront beaucoup plus portables et beaucoup plus maniables. Maintenant, Docker, il faut le voir comme une plateforme logicielle, un moteur de virtualisation, parce qu'on peut le voir ainsi, qui permet de concevoir, tester et déployer des applications. Ils intègrent des logiciels dans les unités normalisées qu'on appelle conteneurs. Maintenant, quand on parle de Docker, il y a des concepts clés qui reviennent tout le temps, notamment le fichier Dockerfile, qui est le plan de génération d'images Docker. Nous avons aussi les images qu'on peut considérer comme un package ou un modèle utilisé pour créer un conteneur. Nous avons les conteneurs qui sont des instances d'une image isolée l'un des autres avec leur propre environnement. Nous parlons souvent aussi de registries référentiel d'images, là où on stocke nos images. Et quand vous entendez parler d'autres, il faut savoir que c'est les machines qui hébergent nos conteneurs. Maintenant, quand on utilise Docker aussi, on a besoin de parler à l'engine, en fait, et on le fait à travers la CLI avec les commandes telles que Docker Pull, Docker Build, Docker Run et autres qui sont les plus utilisées. Donc, à travers la CLI, on peut créer nos images, déployer nos conteneurs, créer des volumes et gérer tout ce qui est réseau, en fait. Maintenant, avec AWS, on a aussi la possibilité d'interagir avec le registry. Et pour ce faire, il faudra au préalable s'authentifier avec les commandes qui ont été listées au niveau de la présentation. On a aussi la possibilité d'envoyer nos images déjà buildées en local dans notre propre registry ou dans une registry spécifique à AWS qui est Amazon Elastic Container Registry. Maintenant, là, vous avez un exemple de Dockerfile avec les différentes étapes qui permettent de créer notre image. Donc, il faut le voir comme le plan de génération d'une image. Donc, c'est les étapes qui sont là, qui vont être exécutées pour pouvoir créer notre image. Et à partir de cette image-là, on a la possibilité de créer nos conteneurs. Maintenant, après avoir introduit Docker, on va parler d'orchestration de conteneurs parce que c'est bien d'utiliser des conteneurs et tout, mais arrivé à un certain niveau, on a besoin de scaler en fait et on va plus pouvoir continuer à gérer tout ça manuellement. D'où la nécessité d'utiliser un orchestrateur. Et quand on est sur le cloud AWS, il y a un des orchestrateurs qui se démarque qui est Amazon EKS. Donc, nous allons voir c'est quoi EKS, nous allons voir l'architecture d'EKS, nous allons voir l'intérêt d'utiliser du Kubernetes Manager et les étapes pour provisionner un cluster. Donc, EKS, c'est un service Kubernetes Manager.
qu'entend-on par service Kubernetes Manager? Ça veut dire que c'est AWS qui gère entièrement le plan de contrôle, le control plane. C'est AWS qui prend en charge le provisionnement et la maintenance des nœuds. C'est AWS qui installe tout ce qui est processus du control plane, notamment l'API server, le scheduler et je vais prendre le pointeur, le TCD, le controller manager et le scheduler, comme vous le voyez ici au niveau du schéma. Et c'est AWS. AWS va vous simplifier tout ce qui est scalabilité et sauvegarde en fait. Maintenant là, on a une architecture d'un cluster EKS. Donc l'architecture du cluster EKS, il peut être scindé en deux. À gauche, nous avons le cerveau, la partie control plane, ou node master, on peut l'appeler comme ça aussi. Et au niveau du control plane, on a tout ce qui est composant de base, notamment le TCD, le controller manager, le scheduler, l'API server. Mais il faut savoir que c'est AWS qui gère cette partie-là dans un VPC spécifique auquel vous n'avez pas accès. Et là, vous le voyez sur le schéma comme un seul bloc, mais il faut savoir que ces éléments sont redondés. Donc, on peut avoir 1, 2 à N master nodes, en fait, qui vont constituer notre control plane pour la redondance et la sécurité des données. L'API server, la base de données etcd aussi, vu sa criticité, est répliquée sur 3 availability zones, en fait, pour éviter les pertes de données. Et à droite, nous avons tout ce qui est no workers qui vont permettre de faire tourner nos workloads. Et à l'intérieur de ces no workers-là, on a le container runtime, le kubelet et les services tels que le kubeproxy et autres qui font tourner nos workloads. Donc, c'est un peu ça l'architecture de KS. Et nous pouvons avoir des load balancers en frontal ou en ingress controller qui va permettre de rediriger les requêtes des utilisateurs vers nos workloads. Donc, pourquoi devrait-on utiliser EKS? Il faut savoir que EKS va gérer, il faut savoir que gérer et mettre à l'échelle Kubernetes peut être très complexe. C'est très difficile d'installer soi-même ces clusters Kubernetes, de les manager et autres. La sécurisation d'un cluster Kubernetes aussi augmente significativement la charge de travail de vos équipes IT. Donc, c'est beaucoup de travail. Alors que quand vous choisissez d'utiliser un service manager tel que Amazon EKS, il s'intègre nativement avec les autres services d'AWS, tels que Amazon S3 pour le stockage, IAM pour la gestion des identités et des accès, Secret Manager pour la rétention de tous vos secrets, les load balancers que vous pouvez déployer à la volée pour la distribution du trafic réseau. Alors que quand on est en on-premise, ça, c'est pas très évident, en fait, d'avoir des services qui vont permettre de faire tout ça. Maintenant, si vous êtes sur EKS aussi, vous avez un déploiement et une gestion très simplifiée. En quelques clics, vous pouvez provisionner un cluster. Ce que les gens peuvent prendre 1 ou des mois à faire quand ils sont en on-premise. Et vous avez une haute disponibilité et une fiabilité garantie, en fait, parce que c'est géré par AWS. Maintenant, vous dites que tout ce qui est control plane, tout ce qui est serveur, c'est géré par AWS. Maintenant, les workers qui vont faire tourner vos workloads, les workers qui vont faire tourner vos workloads, en fait, comment est-ce qu'on va les gérer? Il faut savoir que pour les no workers, ils ne sont pas gérés par AWS, comme je l'ai dit au début. C'est à vous de les configurer. Et pour ce faire, vous avez 3 options. Vous avez la possibilité d'utiliser les self-managed nodes, les nœuds qui sont autogérés. On va en revenir plus en détail. Les managed node group, un groupe de nœuds managés. Et vous avez la possibilité d'utiliser Fargate, qui est la 3e option, la plus flexible avec du serverless et tout. Maintenant, pour le self-managed node, les utilisateurs doivent provisionner manuellement leurs instances EC2. Les processus Kubernetes des nœuds doivent être installés manuellement, tels que le kubelet, container runtime et le kubeproxy. Et quand il y a de nouvelles versions qui sortent, tout ce qui est patch de sécurité et autres, ça revient à votre charge. En fait, c'est à vous de gérer ça. Et à la fin, après avoir créé et configuré vos no workers, vous devez les intégrer à votre cluster Kubernetes, à votre control plane, si je peux le dire ainsi. Maintenant, on a une deuxième option de management, manager notre groupe, qui va nous faciliter un peu plus la vie, parce que là, tout ce qui est provisionnement et gestion automatisée des nœuds, c'est géré automatiquement par AWS. Et les nœuds managers utilisent des images optimisées qui ont été buildées exprès pour faire tourner EKS. Donc, ça va aller très vite. Et
Vous avez aussi la possibilité de gérer le cycle de vie de vos nœuds à travers les différents API que propose AWS et EKS. Donc, pour tout ce qui est création, mise à jour et suppression, vous pourrez le faire en masse à travers l'API. Et il faut savoir que tous les nœuds vont faire partie d'un groupe d'autoscaling. Ils vont faire partie d'un groupe d'autoscaling qui va se réduire ou se rallonger en fonction de la demande, en fait. Maintenant, on rentre au niveau de la troisième option de management qui est Fargate, qui se base sur une architecture serverless. Fargate va créer les nœuds de travail à la demande en fonction des workloads qui vont être déployés, en fonction des ressources qui vont être demandées. Fargate va déployer automatiquement des nœuds à la demande. Vous n'aurez plus besoin de provisionner à l'avance vos instances EC2. Vous n'aurez plus besoin de les maintenir sur le long terme, en fait, parce que c'est Fargate qui se charge de les créer et quand il n'y a plus de demande, il se charge de les supprimer aussi. Il faut savoir que Fargate choisit aussi les instances EC2 optimales selon les besoins de vos conteneurs. Donc, au niveau de vos fichiers manifestes Kubernetes, si vous mettez des requests là-bas et des limites spécifiques, Fargate va se baser sur ça. Il va se baser sur la demande pour déployer des node workers en fonction de cela. Et vous avez un paiement, vous avez un mode de pricing à l'utilisation qui va faire que vous n'allez pas avoir des workloads qui vont tourner sans rien faire, en fait, et vous coûter beaucoup d'argent. Maintenant, pour créer un cluster EKS, vous avez juste besoin de choisir le nom et la version de Kubernetes que vous voulez utiliser. Et choisir l'outil que vous allez utiliser pour le déploiement. Maintenant, pour tout ce qui est création de rôles IAM et autres, vous en aurez besoin pour le provisionnement des nœuds, pour le stockage et les secrets. Donc, quand vous allez vouloir utiliser des persistants de volume et autres, il va falloir que les rôles IAM nécessaires soient là, en fait, pour que ces ressources-là puissent être créées. Et vous choisissez votre VPC, les sous-réseaux sur lesquels vous voulez déployer votre cluster. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser les groupes de sécurité pour renforcer la sécurité de vos nœuds. Maintenant, quand on peut créer un autre groupe, en fait, les différentes étapes de création des node workers, on crée d'abord le node groupe, ensuite on choisit le type d'instance. On choisit le type d'instance et on définit le minimum et le maximum. Vu que c'est du autoscaling qui va être fait, vous pouvez dire, genre, je vais partir moi sur minimum 3 et maximum 10. Parce que c'est en fonction des charges que j'ai l'habitude d'avoir, je pense que ça va faire l'affaire. Et je choisis déjà et je définis le cluster EKS à utiliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous créez le groupe de nœuds manuellement, ensuite vous allez devoir le connecter au cluster EKS associé. Donc, c'est ça la dernière étape. Maintenant, pour éviter de faire tout ça manuellement, il faut savoir que vous avez différentes manières de déployer votre cluster. Vous pouvez tout faire à la main, from scratch. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser, bon, déjà, vous avez 3 moyens, la management console pour la création du cluster, des nœuds et la configuration de votre kubectl manuellement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser EKS-CTL, qui est un outil qui va créer des stacks CloudFormation derrière qui vont se charger de déployer votre infrastructure. Si vous avez l'habitude d'utiliser Terraform ou Pulumi ou CloudFormation directement et que vous maîtrisez, vous avez aussi la possibilité de passer directement à ces outils-là pour ne pas perdre du temps sur la création de vos clusters. Donc, c'est les différents moyens qu'on a pour créer nos clusters EKS. Et à la fin, il faut savoir que si on utilise EKS, un outil comme EKS-CTL, il configure automatiquement votre fichier kubeconfig et là, vous n'aurez même plus à définir sur quel cluster vous connectez parce que c'est fait de manière automatique. Donc, c'était tout pour la partie EKS. Je vais passer la parole à Youssouf qui va vous parler d'Amazon ECS. Oui, merci beaucoup, Suleiman. Tu peux juste arrêter ton partage, comme ça moi je peux partager. Du coup, on va revenir sur les questions. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes les questions. Je vais vous partager mes slides de mon côté. Ici. Donc moi, vous voyez mes slides là, Suleiman? Yes, je vois vos slides. Ouais. Ok, du coup,
Suleiman vous a parlé d'EKS. Donc, d'EKS, Elastic Kubernetes Service, qui vous permet de faire du Kubernetes dans le cloud AWS, qui est une solution d'orchestration. La question qui peut se poser, est-ce que c'est la seule solution qui existe dans le cloud AWS? Et la réponse, c'est non. Donc, dans le cloud AWS, vous avez également un autre service qui est Elastic Container Service que vous pouvez utiliser. Et ce service-là fait la même chose que Kubernetes, c'est-à-dire il vous permet d'orchestrer vos applications containerisées. Et c'est un service qui est propriétaire, donc qui est entièrement développé par AWS. Donc c'est AWS qui gère ce service-là, il n'est pas open source comme Kubernetes. Amazon ECS, c'est quoi? Amazon ECS donc signifie Elastic Container Service et c'est un service de gestion et d'orchestration de conteneurs. Donc, ils doivent permettre d'orchestrer vos conteneurs, vous faciliter le déploiement de vos applications containerisées. Et c'est un service également qu'on peut intégrer facilement à d'autres services AWS. Donc, si vous utilisez d'autres services AWS, des bases de données, RDS par exemple, vous avez des données qui sont stockées dans S3, des objets, vous pouvez facilement l'intégrer avec ce service-là, avec ECS par exemple, pour pouvoir donc utiliser les services ensemble et avoir une application qui va marcher en toute sécurité dans le cloud AWS. Donc, comment ce service-là fonctionne? Donc, Elastic Container Service, quand vous voulez créer votre application, donc bien sûr, Suleiman a parlé de Docker, vous allez donc dockeriser, vous allez créer des images à travers Docker avec des Dockerfiles, donc créer des images et publier ces images-là dans des registres. Ces registres-là, ça peut être Amazon ECR, donc si vous voulez utiliser une solution, un service AWS, mais ça peut être Docker Hub également ou autre. Donc, une fois que vous avez vos images dans ce registre-là, vous allez créer votre application au niveau de CS. Et quand vous allez créer l'application, vous pouvez décider ou utiliser les deux, de dire, bah, moi, si je veux lancer mes conteneurs, donc on a vu que les conteneurs, on les déploie dans des serveurs avec la couche de containerisation. Donc, vous pouvez décider de dire que moi, je vais utiliser des instances Amazon EC2 pour lancer mes conteneurs, pour avoir plus de contrôle, ou même utiliser Fargate. Donc, Suleiman a parlé de Fargate, qui est une solution serverless où vous allez déployer donc des conteneurs dans des serveurs qui sont managés par AWS. Et une fois que ce soit là fait, vous pouvez déployer vos conteneurs et gérer donc vos conteneurs en les stoppant, en démarrant de nouveaux conteneurs, etc. Donc, toujours dans ce fonctionnement-là de ce service ECS, dans AWS, on a des régions. Dans des régions, on a des zones de disponibilité. Donc, si on rentre un peu plus en détail dans une zone de disponibilité, comment ça se passe si vous utilisez des instances Amazon EC2, par exemple? Donc, des instances Amazon EC2, c'est des services, c'est des serveurs virtuels. On a donc des instances qui vont représenter l'hôte, donc Suleiman a parlé des hôtes également, et les conteneurs donc qui sont vos images que vous avez créées avec votre Dockerfile. Vous avez ça et vous voulez déployer ça dans une zone de disponibilité dans le cloud AWS. Donc vous allez créer votre instance Amazon EC2. Qu'est-ce qu'il vous faut dans cette instance? Cette instance-là va avoir, donc ce serveur va avoir un système d'exploitation. C'est le minimum. Mais vous allez avoir besoin de l'agent Docker. Donc, pour faire fonctionner Docker, les images Docker, on a besoin d'agent Docker. Même dans votre machine locale, si vous voulez utiliser Docker, vous devez installer donc Docker et avoir un agent Docker pour pouvoir utiliser Docker. Donc, cet agent Docker-là va vous permettre de démarrer et de stopper des conteneurs Docker, donc des images Docker. Vous utilisez ECS. Donc, ECS, c'est pour orchestrer vos applications, vos conteneurs. Quand on parle d'orchestration, c'est de dire, bah, moi, au lieu de le faire à la main, je vais dire à ECS, démarre-moi un conteneur ou stoppe-moi un conteneur. Et pour faire ça avec des instances, vous allez avoir besoin d'un agent. C'est ce qu'on appelle l'agent ECS. Cet agent ECS-là qui va vous permettre, donc ça, c'est la communication par agent. Je vous conseille d'aller voir ça si vous ne le connaissez pas, mais c'est une communication en fait qui va passer à travers cet agent-là qui va vous permettre de faire communiquer donc votre instance au service ECS. Et du coup, toutes les opérations que vous allez donner au service ECS peuvent être appliquées dans l'instance, c'est-à-dire le fait de démarrer un conteneur, le fait de stopper un conteneur, etc. Et donc, cet agent-là, avec le service ECS, vous pouvez démarrer vos conteneurs dans vos serveurs virtuels. Donc, démarrer les applications, les images que vous avez. Et vous pouvez les stopper également, les supprimer, etc. Et ça, vous pouvez le répéter autant que vous voulez, donc en mettant à l'échelle de votre application, en scalant, autant que vous voulez ajouter des serveurs, ajouter ce qu'ils font dans le serveur, l'OS, l'agent Docker, l'agent ECS et
démarrer vos conteneurs donc au niveau de la zone de disponibilité AWS que vous aurez. Donc toujours au niveau de ce fonctionnement-là, quand on va venir sur ECS, on va avoir plusieurs concepts et termes Amazon ECS. Donc c'est un service qui est simple à utiliser, simple à prendre en main, mais il y a des concepts et des termes à apprendre un peu quand même. Et parmi ces concepts et termes, on va retrouver ce qu'on appelle un cluster, comme dans EKS. Le cluster, c'est quelque chose, c'est un regroupement logique de tâches. Donc, il va vous permettre de regrouper les services que vous aurez, les tâches que vous allez avoir au niveau de votre application. Donc, vous allez créer un cluster quand vous voulez une application, déployer une application, par exemple. Dans ce cluster-là, on peut avoir des services. Les services, ils vont vous permettre au niveau du cluster d'exécuter un nombre spécifique de tâches. Donc, si vous avez par exemple un service qui gère une API backend, peut-être cette API doit s'exécuter en permanence et le service va vous permettre de dire que moi je vais exécuter 2 instances de mon API. Il va vous permettre de faire ça le service. Dans ce service, on peut avoir des tâches. Donc, on va avoir des tâches. On peut avoir plusieurs tâches dans le service. Et une tâche, c'est quoi? C'est un conteneur. Pour exécuter un conteneur dans ECS, on a besoin de créer une task. Et cette task-là, c'est soit un conteneur ou plusieurs conteneurs. Dans le task, vous pouvez mettre un ou plusieurs conteneurs et les exécuter au niveau du service, mais vous pouvez également les exécuter de manière isolée. Pour exécuter ces tâches-là, pour avoir ces tasks, il faut les définir, c'est-à-dire il faut les configurer. Et cette configuration-là, c'est dans la définition de tâches. Donc, vous allez définir vos tâches. Avec cette définition de tâches-là, vous allez lancer vos tâches ou vos services. Et bien sûr, on a l'instance de conteneur, donc l'autre, où vous allez déployer les instances de conteneur. Et on a l'agent qu'on a vu tout à l'heure, l'agent ECS qui va indiquer à l'instance, qui va indiquer à votre instance de démarrer ou de stopper les conteneurs. Et donc tout ça en texte, ça peut être très compliqué à comprendre, mais si on le fait en image avec des schémas, c'est plus simple. Donc on a le cluster. Le cluster, vous le créez dans une région, ça peut être dans plusieurs zones de disponibilité si on est sur AWS. Dans ce cluster-là, on va avoir des services. Au niveau du service, on peut avoir des tâches, donc on peut avoir plusieurs tâches. Donc là, on a une tâche au niveau de ce service-là et la tâche, donc le task peut avoir un ou plusieurs conteneurs. Ici, on a 3 conteneurs, mais on peut avoir un seul conteneur. Et pour définir ces tâches-là, c'est la définition de tâche qui va vous permettre de faire ça. Donc, définir votre tâche et le placer dans le service. Et vous pouvez le faire également dans des instances de conteneurs, avoir des tâches dans cette instance, des conteneurs au niveau des tâches et avoir des définitions de tâches pour définir ces tâches-là. Bien sûr, sans oublier l'agent ECS qui va permettre la communication entre votre instance et ECS. Cette définition de tâche-là qui va vous permettre de définir vos tâches, il est décrit dans un fichier JSON. Donc, c'est du JSON que vous allez prendre et vous pouvez décrire donc ce que vous voulez dans votre tâche. Donc, encore une fois, la définition de tâche, une tâche est requise pour exécuter un conteneur de cœur. Donc, sur ECS, si vous voulez exécuter un conteneur de cœur, il vous faut au moins une tâche. Et donc, dans cette définition de tâche-là, qu'est-ce qu'on va préciser? Vous allez préciser l'image que vous voulez. Donc, l'image, il est dans ECR, peut-être dans le registre, mais ça peut être dans tout code. Vous allez préciser la CPU et la mémoire. Bien sûr, les images de cœur, les conteneurs donc, vont avoir besoin de ressources. Donc, ces ressources-là, c'est en CPU et en mémoire. Vous allez préciser la CPU et la mémoire que l'image va occuper dans l'instance ou si c'est dans Fargate. Tout ce qui est mapping de port également, donc c'est très important, tout ce qui est réseau, comment le trafic va atteindre votre image, votre conteneur, vous allez définir dans la définition de tâche. Est-ce que moi je vais ouvrir le port 80 qui va aller vers le port 80 de mon conteneur, de mon image, par exemple. Vous pouvez avoir besoin des données, des volumes de données, donc pour pouvoir enregistrer des données pour vos conteneurs, les données d'échange, des bases de données, etc. Tout ce qui est volume de données. Vous devez le décrire également dans le fichier, dans la définition de tâche, sans oublier tout ce qui est variable d'environnement que votre conteneur va avoir besoin pour démarrer. Ça peut être des accès pour des secrets, par exemple, pour accéder à une base de données, pour se connecter à une base de données, mais ça peut être des variables d'environnement qui changent donc le fonctionnement de l'application au niveau du conteneur en fonction de l'environnement, si on est en dev, si on est en production, si on est en pré-prod, etc. Et vous avez les rôles, donc les rôles IAM qui sont bien sûr importants quand on est sur AWS. Les rôles vont vous permettre de faire communiquer les services. Si vous voulez communiquer
à Amazon S3, par exemple, pour mettre des objets au niveau de votre conteneur. Vous allez avoir besoin de ce rôle-là qui va donner les autorisations à votre conteneur pour aller vers, taper sur l'API S3. Donc, les rôles également, vous les définissez dans ce fichier d'usine-là, dans la définition de tâche, et etc., dans cette définition de tâche-là. Donc, tout ça, on le définit dans la définition de tâche. Et une fois que c'est bon, vous pouvez donc utiliser cette définition de tâche-là pour démarrer vos conteneurs, pour démarrer donc les services et les tâches au niveau de CS, qui par la suite va pouler donc l'image de conteneur pour pouvoir le démarrer. Donc, on peut avoir besoin de stockage de données. Le stockage de données, par défaut, quand vous avez un conteneur, vous avez du stockage de données de conteneur. Vous pouvez mettre des données. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un stockage qui est éphémère. Donc, quand vous allez stopper ou supprimer votre conteneur, vous allez perdre les données qui sont dans ce stockage de conteneur-là. Si vous voulez garder ces données-là, vous pouvez les externaliser. Donc, utiliser une base de données, utiliser une solution de stockage, etc. Et donc, pour faire ça, on a plusieurs solutions aussi dans le cloud AWS. Ça peut être des choses qui sont en externe, qui ne sont pas sur le cloud AWS également. Mais vous pouvez utiliser DynamoDB, par exemple, ou S3. S3 pour vos objets, donc une solution de stockage, DynamoDB pour une base de données non relationnelle, pardon, et vous pouvez faire communiquer donc votre conteneur avec ces services-là, donc taper sur les API de ces services-là en utilisant le STK AWS par exemple. Vous pouvez utiliser des volumes de données, donc ça peut être Elastic File System, ça peut être des stockages d'instances au niveau de l'instance où vous allez déployer le conteneur. Le conteneur peut utiliser des volumes, donc le stockage d'instances au niveau de l'instance, et ça peut être des volumes EBS au niveau de l'instance également. Vous pouvez utiliser également ces stockages de volumes-là qui vont vous permettre de mapper donc le volume de stockage à votre instance de conteneur, et le conteneur peut par la suite écrire et lire des données au niveau du stockage de volume. Au niveau de CS, vous pouvez planifier vos conteneurs. Donc, on a parlé de services et de tâches. Donc, c'est quoi la différence? Parfois, quand on a une application, on peut avoir besoin d'exécuter à des intervalles seulement une tâche. Je m'explique. Si vous avez des batchs, par exemple, un batch en informatique, c'est quelque chose qui va s'exécuter, par exemple, une fois tous les jours. Mais ça va le faire en batch, c'est-à-dire pour pouvoir créer des données en lot, ce qu'on appelle des traitements par lot. Et ces batchs-là, souvent, quand on l'a dans des applications, c'est des choses qui vont s'exécuter une fois. Et d'habitude, c'est la nuit, on le met dans la nuit et ça s'exécute une fois. Faire le job, le travail qu'il faut faire, ça peut être d'aller en base de données, récupérer toutes les données qu'on a là-bas ou certaines données, faire des traitements sur ces données-là ou les copier et s'arrêter. Et si vous voulez faire ça, c'est possible avec ECS. Et ça, vous pouvez le faire avec les tâches. Donc, vous allez créer seulement vos tâches et vous allez donc planifier votre tâche pour s'exécuter tous les jours à 1h du matin, par exemple. Et votre tâche va se réveiller. Donc, ECS va démarrer votre tâche, exécuter, faire le traitement et va arrêter cette tâche-là. Donc, ça convient aux tâches par lot, donc au batch. Mais si vous avez des solutions back-end, des API back-end, par exemple, qui doivent s'exécuter en permanence, parce qu'il y a H24, vous pouvez avoir des requêtes qui vont venir pour pouvoir donc garder vos images, vos instances de conteneurs en exécution tout le temps. Vous devez utiliser des services, donc vous devez placer vos tâches dans des services et le service va vous permettre donc de garder les tâches en exécution en permanence. Donc, si vous avez besoin de mises en laisse également, vous pouvez le faire avec les services, c'est-à-dire ajouter des tâches, ajouter des conteneurs en fonction de la demande. Et vous avez également la possibilité d'utiliser un load balancer, l'application load balancer qui va vous permettre de rediriger le trafic vers les tâches que vous aurez, donc vers les instances de conteneurs que vous aurez au niveau de votre service. Des applications back-end, par exemple, des API, vous pouvez utiliser ces tâches-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va revenir sur les questions. Et tout ça, donc les tâches et les services sont gérés par le planificateur de tâches ECS. Donc, le planificateur de tâches ECS va vous permettre de gérer ça. Si vous avez des tâches ou des services, c'est ce planificateur-là qui va se charger donc d'exécuter ces tâches-là et d'exécuter ces services-là et d'arrêter les tâches après l'exécution ou de garder les services en exécution en permanence. Au niveau de CS, vous allez avoir également tout ce qui est type de lancement. Un type de lancement, c'est quoi? Le type de lancement va définir en fait la capacité sur laquelle vous allez exécuter votre tâche.
Donc, quand on a vu au début le fonctionnement d'ECS, on a vu qu'on peut le mettre sur des instances Amazon EC2, mais on peut utiliser également Fargate. Donc, ça, c'est des types de lancement, par exemple. Et avec Fargate, c'est quoi? Fargate, c'est donc une solution serverless où, pour exécuter des conteneurs, on a vu qu'on a besoin de serveurs. Donc, on a besoin de l'autre. Cet autre-là, il peut être un serveur virtuel. Hein. Mais si vous ne voulez pas mettre en place des serveurs virtuels, par exemple, Fargate va vous permettre donc, de pouvoir exécuter vos conteneurs sans avoir besoin de mettre en place ces serveurs. Donc, ça va s'exécuter sur des serveurs d'AWS, ce qu'on appelle une solution serverless. Et ça, sur ECS, c'est le type de lancement Fargate. Quand vous utilisez Fargate, vous avez vos conteneurs, vos images de conteneurs, et vous allez définir votre mémoire et la CPU que vous voulez. Tout ce qui est réseau, donc dans la définition de tâche, là, tout ce qui est réseau, mapping de port, et vous dites à Fargate, écoutez, lance-moi ce service-là, lance-moi cette tâche-là à partir de cette définition de tâche. Et Fargate va lancer et vous pouvez accéder après à votre application, à votre service. Si vous voulez avoir plus de contrôle, vous pouvez décider d'utiliser EC2. Donc, avec Fargate, vous n'avez pas accès aux serveurs qui vont exécuter vos conteneurs. Mais si vous voulez avoir accès aux serveurs, avoir plus de contrôle, vous pouvez utiliser les instances Amazon EC2, bien sûr avec l'agent ECS. Et donc, vos conteneurs vont s'exécuter sur des instances Amazon EC2 que vous contrôlez. Et vous pouvez également définir des types de serveurs. Par exemple, si vous faites du machine learning, vous pouvez aller voir les types de serveurs qui sont adaptés au machine learning. Si vous faites de l'IA, par exemple, également du big data, donc il y a plusieurs types de serveurs. Vous pouvez choisir en fonction de votre besoin le type de serveur qu'il vous faut pour pouvoir exécuter vos applications containerisées. Bien sûr, quand on fait de l'IA, des big data, etc., c'est possible de le faire également avec des conteneurs. Une fonctionnalité récente, pas encore très connue, mais il y a également un type de lancement externe, de type externe. Ce type externe-là, c'est quoi? Ce type externe, en fait, c'est vous utilisez ECS comme orchestrateur, mais l'autre, en fait, qui va exécuter vos conteneurs, il ne se trouve pas sur AWS, il se trouve dans vos serveurs, par exemple, sur site. Vous l'avez dans vos serveurs sur site. Ça peut être dans Wavelength, par exemple. Quand vous avez Wavelength qui vient d'être lancé au Sénégal, dans des serveurs d'Orange, on a des solutions AWS. Et vous pouvez avoir donc des serveurs dans Wavelength, utiliser ECS et lancer vos applications qui vont s'exécuter au Sénégal dans ces serveurs d'Orange. Donc, ça s'appelle Amazon ECS Anywhere et il vous permet donc d'orchestrer vos applications dans des serveurs qui sont sur site et utiliser ECS pour ça, bien sûr, en installant l'agent ECS dans ce serveur-là pour que la communication puisse se faire. Ce qui est à noter ici, c'est que ces trois types de lancement-là, on peut les utiliser dans un seul cluster. Si vous avez un cluster, vous pouvez utiliser Fargate, des instances Amazon EC2 et des serveurs qui sont sur site, des serveurs externes. Donc, vous pouvez donc dire ces images-là, moi, je vais les exécuter avec Fargate. Ces images-là, bah, c'est du machine learning, c'est du big data. Je ne vais pas les exécuter sur Fargate, mais je vais mettre en place des serveurs EC2. Et ces d'autres images-là, c'est une application qui doit s'exécuter sur site parce qu'on ne peut pas le mettre dans le cloud avec les conformités, etc. On va l'exécuter sur un serveur qui est sur site, donc qui est dans les data centers qui sont sur site ou dans le data center qui est dans le pays que vous voulez exécuter ça. Donc tout ça que vous allez faire, ça va être un workflow sur ECS, donc un workflow qui va vous définir ça. Et ce workflow-là, c'est quoi? Donc, on va commencer par le Dockerfile. Suleiman a parlé du Dockerfile. Vous allez créer votre Dockerfile. Et à partir de ce Dockerfile-là, avec les commandes Docker build, par exemple, vous buildez votre image. Donc, vous créez votre image. Et cette image-là, une fois que vous l'avez créée, vous pouvez le publier. Vous pouvez le publier dans un registre. Ça peut être SR ici. Je l'écris bien, SR, mais ça peut être Docker Hub également. Une fois que vous avez publié vos images, donc, vous allez utiliser le service SCS. Et ce service-là, vous allez créer votre service. Donc, créer le cluster. Dans le cluster, vous allez créer votre service. Et dans le service, vous allez définir vos tâches. Donc, configurer vos tâches que vous voulez, la description du service, configurer vos tâches. Une fois que vous avez configuré tout ça, vous planifiez donc vos tâches pour l'exécution. Et ces tâches-là vont être exécutées. Donc, si c'est des tâches, ils vont s'exécuter et s'arrêter. Si c'est des services, ils vont s'exécuter en permanence. Donc, ECS va exécuter, va
récupérer donc l'image Docker ici que vous avez spécifié dans la définition de tâche et va l'exécuter au niveau de votre type de lancement que vous avez choisi, c'est-à-dire sur Fargate ou sur des instances EC2 ou même des serveurs qui sont sur site. Et sur ça, vous avez également des fournisseurs de capacité. Et le fournisseur de capacité, si ça marche en fait comme le type de lancement, c'est-à-dire le fournisseur de capacité va être associé à un cluster et il va vous permettre de déterminer en fait sur quel type de lancement vous allez exécuter une tâche. Donc, quand vous créez un cluster, vous allez définir les fournisseurs de capacité, c'est-à-dire où vous allez exécuter vos conteneurs, vos images Docker. Et ça, vous avez Fargate et Fargate Spot que vous pouvez définir si vous utilisez Fargate. Mais vous avez également, vous pouvez également donner un nom à vos fournisseurs de capacité. Si vous utilisez des instances Amazon EC2 par exemple, vous lui donnez un nom et ce nom-là, il doit être associé à un auto-scaling group. Et si vous utilisez un serveur qui est sur site, vous avez le fournisseur de capacité externe que vous voulez utiliser, que vous pouvez utiliser, qui va vous permettre de lancer les conteneurs sur un serveur qui est sur site, donc en on-prem. Et donc, vous avez vos définitions de tâches, vos tâches, et ces tâches-là, vous pouvez les placer dans le fournisseur de capacité que vous voulez, Fargate, EC2 ou des serveurs qui sont sur site. Je vais terminer donc avec ce slide-là. C'est Service Connect. Quand on parle d'applications containerisées, souvent, ici, on n'a pas parlé beaucoup des réseaux, mais quand on a des applications, surtout en architecture microservice, on a beaucoup de conteneurs qui vont s'exécuter et ces conteneurs-là vont communiquer ensemble. Et cette communication-là, par exemple, avec Kubernetes, c'est facilement géré parce que Kubernetes, il y a beaucoup de fonctionnalités et vous pouvez l'utiliser. Donc, avec SCS, au début, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, il y a un service qui a été ajouté. C'est une fonctionnalité qui a été ajoutée qui s'appelle Service Connect. Donc, Service Connect, il va vous permettre en fait de pouvoir gérer la communication entre les clusters que vous avez et entre les services que vous avez au niveau de vos applications que vous orchestrez avec ECS. Donc, je vais prendre cet exemple-là où on a le Cloud Facile. Donc, le Cloud Facile qui est l'organisateur de cette journée-là et on les remercie pour ça. Donc, le Cloud Facile sur son site web, il a décidé de déployer son site web sur ECS et pour ça, il a deux clusters. Donc, il a ici un cluster A et un cluster B. Et dans ces clusters, il y a des services A, B, C et D. Donc ici, le cloud facile, son besoin, c'est de faire communiquer ces services-là, c'est-à-dire de dire comment le service A, il doit pouvoir communiquer avec le service D pour faire certains traitements. Ou dire que le service C doit communiquer avec le service B, parce que c'est le service B qui gère, je sais pas, l'authentification. Donc, il doit aller demander au service B, est-ce que cet utilisateur-là existe? Et pour faciliter ça, le Cloud Facile, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer Service Connect. Et dans Service Connect, il va donner, donc, il va avoir un namespace. Donc, dans ce nom d'espace-là, il va donner, par exemple, ici le Cloud Facile. Et pour chaque service, on va avoir donc une identification de ce service-là à travers donc le namespace. Donc, ici, c'est le Cloud Facile. On dit que pour le service A, c'est A.le-Cloud Facile. D'un point 80 dans le port 80. Pour le service B, c'est D.le-Cloud Facile. Le service C et le D. Donc, il va configurer ça. Et une fois qu'il va déployer donc, ces services dans ces clusters, le service A, par exemple, pour communiquer avec le service D, il va seulement utiliser ce nom-là, c'est-à-dire D.le-Cloud Facile, 2 points dans le port 80 pour communiquer avec le service D. Et pareil pour le service C, pour communiquer avec le service A ou B, il va aller demander au service Connect et de pouvoir communiquer avec le service A ou le service B à travers donc, le nom-là qui est donné au service A et B. Et tout ça donc en utilisant ici Service Connect, il va utiliser des load balancers en interne qui va vous permettre d'avoir par exemple pour le service A d'avoir plusieurs ici instances. Et lui, quand le service C va communiquer avec le service A, il va passer par un load balancer et ce load balancer va permettre de rediriger le trafic sur ces instances-là qui existent sur plusieurs instances au niveau du service A. Et donc, on a le load balancer ici qui est devant les clusters, le load balancer qui va permettre de rediriger le trafic vers les clusters et vous pouvez accéder au site
le cloudfacile.com qui vont vous permettre donc de s'inscrire à des formations, de pouvoir déposer des candidatures sur des offres d'emploi qui sont publiées, mais également de pouvoir voir tout ce qui est information du Cloud Facile qui est là pour faciliter donc l'apprentissage du cloud en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout entière. Donc, merci beaucoup. C'est la fin. On n'a pas parlé de réseau, mais au niveau du réseau, voilà, on a également des configurations à faire qui vont permettre de faire communiquer, de placer en fait notre application au niveau d'un VPC. Donc, on va passer aux questions-réponses. On n'avait pas beaucoup de temps pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Youssouf. Donc, on prend les questions par ordre. Ouais. Commençons par la première session la première question de quelles sont les meilleures pratiques pour gérer les vulnérabilités dans les conteneurs et leur dépendance? Youssouf, je réponds, je te laisse répondre. Bah, vas-y, tu peux répondre sinon on fait un tour de rôle. Ok, donc pour gérer tout ce qui est vulnérabilité dans les conteneurs sur AWS, nous avons des outils natifs, cloud native, tels que AWS Inspector, qui va permettre de faire les scans de vulnérabilité automatiquement sur vos conteneurs. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des outils externes comme Docker Scout, Trevi ou Snyk en fait. Donc ces outils-là vous permettront d'identifier les vulnérabilités sur vos images et de pouvoir corriger ça très rapidement. Donc, c'est un peu ça. Ouais, merci Suleiman. Du coup, je complète juste, si vous êtes sur AWS également, il y a le service Amazon Inspector. Actuellement, là, sur le projet où je suis, c'est Amazon Inspector que j'utilise, qui permet un peu de scanner ça. Et vous avez également ECR. Quand vous utilisez ECR, vous avez également des scans, c'est-à-dire une fonctionnalité de scan que vous pouvez activer, c'est-à-dire de dire qu'à chaque fois qu'on pousse une image dans les repositories, automatiquement, le scan va se déclencher et vous avez les résultats de scan de votre image de conteneur. Et vous pouvez l'intégrer également dans vos pipelines, si vous faites du DevOps, dans vos pipelines pour pouvoir faire le scan et de se dire s'il y a des vulnérabilités, on ne passe pas au déploiement, c'est-à-dire on ne déploie pas. Merci pour ce complément d'information, Youssouf. On va passer à la prochaine question. Jacques Boucard, comment gérer efficacement les logs des applications containerisées sur AWS? Donc, pour gérer tout ce qui est log, pour tout ce qui est monitoring et gestion de log sur le cloud AWS, on a un service de base qui est Amazon CloudWatch. Avec l'option CloudWatch Log, on a la possibilité de gérer tout ce qui est log pour tout ce qui est application containerisée, cluster Kubernetes et autres. Bon, on a aussi la possibilité d'utiliser des outils externes qui ne sont pas de AWS, tels que la stack ELK avec sa déclinaison EFK quand on est sur Kubernetes. Donc, ça aussi, ça peut être utilisé pour pouvoir gérer efficacement ces logs. Donc, Youssouf, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, bah, c'est ça. Hein, c'est Kubernetes, c'est souvent les outils qui sont utilisés et qui sont proposés par la communauté. Il y a vraiment un large choix avec Kubernetes. Je pense que Suleiman les a donnés qui maîtrisent un peu mieux ce sujet. Et pour ECS, on a vu que ce service-là s'intègre parfaitement avec d'autres services AWS et CloudWatch. Donc, vous pouvez utiliser ECS avec CloudWatch Log pour pouvoir avoir vos logs que vous aurez au niveau de vos applications avec ECS. Donc, si vous utilisez ECS, vous avez CloudWatch Log que vous pouvez utiliser pour avoir vos logs. Merci, Youssouf. Une question de Daniel. Quelles sont les différences entre EKS et ECS et quelle est votre préférence en fonction de votre expérience? Bon, là, je te laisse répondre en premier.
Oui, donc je pense que si je trouve le lien, je vais le renvoyer, mais je vais faire une présentation qui est sur YouTube avec les clouds faciles, qu'on appelle les dimanches du cloud, où je parlais un peu de ce sujet-là, c'est-à-dire EKS et ECS. Quoi choisir? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que la réponse, on le sait pas. La réponse, on le sait pas. Ça va dépendre vraiment des besoins et de l'équipe. Donc, EKS, si vous voulez plus de flexibilité, moi, je dirais c'est EKS. Aujourd'hui, EKS, avec sa communauté, son API qui est proposé, je pense qu'il y a plus de flexibilité. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec. Et si vous voulez quelque chose de facile à utiliser, de moins complexe, je dirais que c'est ECS. Parce que ECS, voilà, ça, il a été conçu pour ça, c'est-à-dire pour que les utilisateurs puissent l'utiliser avec cette facilité-là. C'est-à-dire j'ai un cluster, j'ai des services et des tâches. Et avec EKS, voilà, vous allez avoir beaucoup plus de notions à prendre en compte avant de pouvoir aller en profondeur sur ce service-là. Et moi, selon mon expérience, je dirais ça va dépendre. Et vu que c'est des applications containerisées, vous pouvez utiliser EKS aujourd'hui et demain utiliser ECS, comme vous pouvez utiliser ECS et demain utiliser EKS parce que les applications sont containerisées, ne dépendent pas de l'environnement. Donc, vous avez vos images Docker et vous pouvez les déployer où vous voulez. Donc, le changement ne doit pas être difficile si vous utilisez un service aujourd'hui et que demain vous voulez passer à l'autre service. Merci Youssouf. Donc c'est la fameuse réponse It's depend qui revient. Ça dépend de votre cas d'usage. Donc, prochaine question de Fatou Fall. Quelles sont les tendances émergentes dans le domaine des contenants sur AWS auxquelles les entreprises devraient prêter attention? Donc, bon, là, si j'avais quelque chose à dire, bon, c'est qu'actuellement, bon, on voit que tout est orienté serverless, hein, comme je l'ai montré avec ECS. On a la possibilité d'utiliser Fargate qui gagne de plus en plus de la popularité, hein, et qui simplifie carrément l'orchestration des conteneurs en permettant toujours de réduire les coûts. Donc, c'est un peu ça pour moi. Youssouf, tu as quelque chose à rajouter? Oui, bah moi je dirais en fait, aujourd'hui, les conteneurs, pour moi, on peut utiliser partout en fait sur AWS. C'est-à-dire même Lambda, là on n'a pas parlé de Lambda parce qu'on avait que 45 minutes, c'est pourquoi on ne l'a pas mis, mais même avec AWS Lambda, on peut développer nos fonctions Lambda avec les conteneurs. Et comme a dit Suleiman, hein, vous avez Fargate qui est de plus en plus utilisé, les Lambda fonctions qu'on peut faire avec des conteneurs. Et moi, je dirais que même dans l'IA, dans le machine learning, etc., on peut avoir également on peut avoir des applications qui sont containerisées. Pour moi, les conteneurs peuvent répondre à plusieurs cas d'utilisation et quelle que soit en fait l'application qu'on veut développer, que ce soit du big data, de l'IA, on peut vouloir utiliser les conteneurs, on peut utiliser les conteneurs pour ça et avec le serverless également AWS tend à faciliter l'utilisation de ces conteneurs-là, c'est-à-dire quand on a un conteneur, on peut le déployer avec Lambda, par exemple, déployer une fonction Lambda avec un conteneur. Merci. Une autre question de Jacques Yao. Comment implémenter EKS et SR avec l'IA d'Amazon? Amazon propose beaucoup d'outils, hein, pour tout ce qui est générative IA et ces outils-là vous permettront, bon, de faire pas mal de choses, hein, lors de l'implémentation de vos clusters, notamment tout ce qui est génération de fichiers manifestes et autres, en fait, tâches qui sont répétitives et qui peuvent prendre énormément de temps. Donc, je pense que l'utilisation de l'IA dans ce cas d'usage, c'est vraiment intéressant. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, bah, il y a d'Amazon, moi je vais reformuler la question parce qu'il y a d'Amazon, je ne sais pas c'est quoi exactement. Mais oui, vous avez des services d'IA et vous avez des choses que vous pouvez utiliser avec d'autres services. Amazon Key, par exemple, vous pouvez l'utiliser facilement avec EKS et SR. Amazon Key Developer, par exemple, quand vous développez, que ce soit EKS ou SR, il peut vous aider à aller plus rapidement sur la génération du code que vous allez faire au niveau au niveau de KS ou SR
pouvoir bien sûr déployer ça après. Mais l'IA d'Amazon, quand on parle d'IA d'Amazon, il faut bien préciser c'est quelle IA qu'il s'agit. C'est Amazon Q, développeur. Oui, bien sûr, après les autres services d'IA, je sais pas. En tout cas, ouais. Yes. Merci pour la réponse. Une question de Madi, si c'est pourquoi comparer Kubernetes et EKS, vu que EKS utilise Kubernetes et que nous ne pouvons pas parler d'EKS que dans le cloud. Donc, Pourquoi comparer Kubernetes et EKS vu que EKS utilise Kubernetes et que nous ne pouvons pas parler de EKS que dans le cloud? Je te laisse répondre, Suleiman. oui. Bon, vu qu'on peut parler d'EKS que dans le cloud, nous allons rester sur le cloud. Et il faut savoir que quand on est sur le cloud AWS, on a la possibilité d'utiliser autre chose que EKS. On a la possibilité d'utiliser du Kubernetes Vanilla en déployant nos instances EC2 manuellement et en faisant tout ce qui est configuration. Donc, il faut savoir que quand on fait ça, on a beaucoup plus de charges de travail. Euh, L'intégration ne va pas se faire nativement avec les autres services, donc il va falloir bricoler un peu pour faire marcher les choses. Alors que quand on utilise EKS, ça nous facilite la vie en fait. Et je donne un autre exemple hein, qui est un sujet très problématique en fait, tout ce qui est gestion des versions sur Kubernetes. Parce que vous savez que Kubernetes, ils sortent une nouvelle version 3 fois dans l'année. Donc, vous devez mettre à jour vos clusters. Si vous les laissez pendant longtemps sans les mettre à jour, après, vous allez avoir des problèmes. Le faire manuellement sur des instances EC2 est très complexe et peut créer des indisponibilités, des pertes de données et tout. Alors que si c'est EKS que vous utilisez, en un clic, vous mettez à jour votre cluster et ça permet de pouvoir rester agile en fait sans prise de tête. C'est un peu ça pour moi par rapport à cette question. Oui, bah merci Suleiman, je pense que ça a répondu à la question. Moi, j'ajouterais juste que, en fait, EKS, Kubernetes, on les compare vraiment pas, en fait. C'est vraiment la même chose, en fait. Kubernetes, c'est quelque chose qui est open source, c'est un logiciel open source. Et AWS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça pour pouvoir proposer un service sur ça. Et comme Suleiman a dit, hein, il va faciliter tout ce qui est management, donc tout ce qui est gestion de version, gestion de l'installation de Kubernetes dans les serveurs virtuels, dans les nets, etc. EKS, il va un peu vous faciliter ça, c'est-à-dire prendre ce travail-là, le mettre du côté d'AWS et que vous allez vous concentrer sur le développement de votre application, c'est-à-dire le code et la création de vos images, de vos conteneurs. Une question de Pape Mamadou Diop qui demande, dans un contexte de production, qu'est-ce qui est le plus cost-effectif entre EKS et ECS? Question très importante, Pape Mamadou. Moi, je dirais qu'aussi ça va dépendre des cas, ça va dépendre des cas d'usage. Vraiment, tu peux, ouais, vous pouvez utiliser EKS et ECS avec une même application et avoir des coûts qui sont un peu différents. Donc, moi, je dirais que c'est à peu près la même chose parce que vous pouvez utiliser Fargate des instances Amazon EC2. Après, ça va dépendre des cas d'utilisation. Et il faut juste savoir que avec EKS, par exemple, vous avez des nœuds qui sont créés ou EKS est installé. Peut-être ça peut prendre un peu plus de temps et de coût, mais pour moi, ça va être à peu près la même chose si on maîtrise les deux. Merci beaucoup, Youssouf. Donc, une question de Abiba. Quelles sont les principales différences entre les options de containerisation telles que EKS et Fargate et comment choisir la meilleure? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, la meilleure dépendra de vos besoins. Une dernière question de Mam Sandek Nyan. Le versioning de notre cluster EKS est-il pris en charge par AWS? Bon, c'est pas très clair, mais on va dire que vous parlez
de la version du cluster Kubernetes en tant que tel. Donc, si c'est ça, si c'est à ça que vous faites allusion, bon, il faut savoir que si vous utilisez EKS, bon, c'est AWS qui va gérer tout ce qui est monté en version pour vous, en fait, comme je l'ai dit sur l'autre question. Donc, vous pourrez faire vos mises à jour de manière très rapide, sans prise de tête, en fait, parce que c'est juste un seul clic sur l'interface graphique, comparé à quand vous gérez manuellement votre cluster vous-même. Donc, Youssouf, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, le versionning, moi aussi, je pense que ouais, c'est plus le logiciel EKS. Et ça, comme a dit Suleiman, hein, le Kubernetes, pardon, quand vous utilisez EKS, donc tout ça, c'est géré après par AWS et ça peut se faire facilement comparé à si vous le faites à la main sur vos propres serveurs. Donc oui, les montées de version sont annoncées par AWS et vous pouvez décider de le faire au niveau de votre cluster EKS que vous avez, c'est-à-dire monter la version de Kubernetes. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, hein. Merci Youssouf. On a un peu débordé, mais bon, je pense que c'est pas très méchant. Donc, je te laisse le mot de la fin, Youssouf. Oui, bah merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous envoyer les questions que vous avez sur LinkedIn ou même directement ici hein, dans le chat. On est disponible également sur LinkedIn si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller aussi dans le site lecloudfacile.com pour découvrir ce que propose le Cloud Facile comme formation et comme également offre d'emploi que vous pouvez retrouver là-bas. Merci beaucoup.